Un remaniement qui prend tout son temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Une droite qui s'impatiente, les Républicains, et qui, pendant ce temps-là, essaye de travailler et propose certaines choses, notamment contre la dépense publique. Et puis des Européennes qui se profilent à l'horizon. C'est avec Renaud Muselier, qui est député européen précisément, et président LR de la région Sud, que nous sommes ce matin. La région Sud, anciennement PACA, mais ça ne va pas lui plaire que je dise ça. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, bonjour, Renaud Muselier. Alors, est-ce que c'est normal qu'un remaniement dure autant de temps? Ou prenne autant de temps, plutôt? Je crois qu'on va rentrer dans le Guinness des records. Des records, ouais. Je crois que c'est le remaniement le plus long du monde. Oui. Donc ça fera 2 conseils des ministres qui passent, avec soi-disant un problème technique qui devient un problème politique. C'est de la désinvolture ou c'est de la difficulté à constituer une équipe, à votre avis? Je pense de ce que vous savez. Je pense que c'est les deux. Oui. C'est au début un calendrier qui n'est pas prévu. On force... le président a modifié son dispositif. Il a manifestement un problème d'effectif. Comme en foot, on dirait qu'il a un problème de banc. Oui. Dans une start-up, on dirait qu'il a un problème de DRH. Ouais. Il n'a pas de remplaçant. Donc il se retrouve contraint et forcé. Ça dit quoi du pouvoir actuel et de la majorité actuelle? Ça ne fait pas sérieux. Oui. Je ne pense pas que les Français, ça les traumatise manifestement. Mais ils vont finir par se dire, si c'est ça le nouveau monde, il vaut mieux garder l'ancien monde. Hein. Mais ça fait mauvais effet auprès des Français, à votre avis, ou au contraire? C'est pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Ça fait en tout cas, ça affaiblit le président de la République. Ça l'affaiblit. Oui, parce qu'il se retrouve dans une situation qu'il n'a pas préparée, il ne l'a pas anticipée. Il a des ministres qui sont partis sans lui en parler. Il a des ministres qui proposent la fonction qui refusent de venir. Avant, quand il a nommé, il y avait l'embouteillage. Aujourd'hui, il n'a pas de remplaçant. Et en fait, il est obligé, à l'époque, il choisissait seul. Et maintenant, il est obligé de choisir avec le Premier ministre. Il est seul, ce président? Maintenant, il est obligé de choisir le Premier ministre parce qu'il ne peut pas déjuger son Premier ministre. Ouais. Donc, en fait, il n'est plus seul à décider, il est obligé de tenir compte du Premier ministre. Donc, la fonction présidentielle est en train de perdre de la puissance et de l'influence. Et celle du Premier ministre, au contraire, est rehaussée? Je ne suis pas sûr qu'elle soit rehaussée s'il n'y a pas la démission du Premier ministre avec un discours de politique générale, parce que finalement, les Français, ils veulent savoir... Ça, vous êtes pour, vous? Je pense que c'est le seul moyen de redonner un cap au gouvernement, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On a simplement que la parole présidentielle qui papillonne. Il n'y a pas de cap actuellement dans la politique gouvernementale? Il y a un rappel permanent de ce qu'il a promis dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais on ne l'entend plus, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas revu. Depuis l'affaire Benalla, en fait, on n'a que des histoires et des problèmes politiques et on n'a absolument pas de parole présidentielle. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des personnalités, des Républicains qui ont été contactés pour entrer dans ce gouvernement? Il y a eu des contacts, je ne suis pas sûr qu'ils soient fructueux. Auprès de qui? Frédéric Pechnard, on parle, l'ancien proche de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il a été contacté. D'accord. Alors, c'est le début aujourd'hui des négociations sur les retraites. Grande réforme des retraites qu'avait prévu le président de la République, avec une chose qui est un peu particulière, c'est qu'il veut faire cette réforme sans repousser l'âge de départ à la retraite qui est aujourd'hui de 62 ans. Est-ce que c'est possible? Avec quel gouvernement? Avec qui pour le porter politiquement? Dans quelle décision et dans quelle démarche? On est en train de toucher à une valeur fondamentale dans notre pays, très difficile, les retraites. Et on a une équipe gouvernementale qui aujourd'hui est en place et elle ne sait pas si demain va pouvoir travailler. Oui, enfin bon. Oui, non, mais ça pose un problème de recentralisation du pouvoir. Donc c'est le président qui décide tout seul et qui décide de façon technique et c'est pas lui qui politique. reçoit aujourd'hui, hein, c'est Mme Buzyn et M. Delevoye. Mais est-ce qu'ils seront là demain, eux? Est-ce qu'ils le seront là? Tout ça ne donne pas de crédibilité à un dossier qui est particulièrement important. Bon, alors, il faut toucher les retraites. Est-ce qu'il faut s'y prendre comme ça? C'est sûr que non. Il ne faut pas s'y prendre comme ça? Ah non. Vous ne pouvez pas... Il faut reculer l'âge de départ à la retraite? Il faut trouver la formule pour que l'on puisse... on ne peut pas répondre aussi rapidement dans cette démarche-là, mais on ne peut pas avoir un gouvernement qui prend des décisions aussi importantes à la va-vite sans préparer le dossier. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. D'accord, mais vous ne m'avez toujours pas répondu. Est-ce qu'on peut ne pas bouger l'âge de départ à la retraite? Je crois qu'on sera obligé de le bouger. Oui. Mais on ne peut pas le faire de façon... La retraite par points, avec un système d'âge pivot, ça vous paraît possible? Ça change toute la structure, quand même, de l'histoire de la fabrication des retraites dans ce pays. Oui. Et donc on ne peut pas le décider juste comme ça en disant je le repousse d'un an et je fais des points. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ouais. Est-ce que vous allez... D'autant plus qu'aujourd'hui, tous les retraités sont pénalisés et ne sont pas considérés par le gouvernement. On parle des retraités de demain, là, en l'occurrence. Hein. Oui, mais enfin, si les retraités d'aujourd'hui ne sont pas comptés, les retraités de demain risquent de ne pas l'être non plus. Oui. Et donc ça fédère naturellement une cohorte importante d'anti-gouvernement et anti-France. Ce qui n'est pas le but du jeu pour le gouvernement, et ce que pas qu'on souhaite nous d'ailleurs. Si vous étiez parlementaire en France, est-ce que vous voteriez cette réforme? Non. Telle qu'elle est aujourd'hui, vous ne la votez pas? Non, non.
Et d'après vous, les Républicains ne la voteront pas? Je ne pense pas. Ils vont essayer de l'amender pour apporter une contribution positive, parce que de toute façon, il faut évoluer. Mais ça me surprendrait qu'ils le votent. D'accord. Alors les Républicains, eux, ont une priorité, c'est votre parti, c'est de diminuer la dépense publique. Vous êtes d'accord avec ça? Bien entendu. Alors il y a deux mesures. Mais d'ailleurs, le gouvernement s'y était engagé, l'a imposé aux collectivités territoriales qui avaient déjà commencé à le faire, et ne se l'est pas imposé aujourd'hui. Vous avez fait combien d'économies, vous, dans votre région? Nous, on est arrivé avec une région qui était considérée comme une des plus mauvaises gestions de France, et on est considéré comme la deuxième ou la première région de France en termes de qualité de gestion. On est très endetté, oui. Combien? On a fait pratiquement le double de notre... Nous, on a 2,6 milliards de budget, on est à... Combien de dettes? Dette, c'est plusieurs milliards. Plusieurs milliards, oui. D'accord. Alors, il y a deux propositions qui ont été faites, ou deux suggestions qui ont été faites. Je dirais que ça fait partie de l'héritage, mais ce n'est pas une bonne démarche. D'accord. Qui ont été faites par les Républicains hier, et notamment par M. Wauquiez, Laurent Wauquiez. C'est passer le temps de travail de la fonction publique territoriale à 39 heures. C'est le cas chez vous, par exemple? Oui, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous, on travaille 39 heures chez vous? On travaille 39 heures. On a, avec Christian... Dans tous les services? Tous les services, sans exception. Oui. Donc là, on est de nouveau contrôlé par la Chambre régionale des comptes de ce côté-là. Donc il n'y a pas de grain à moudre chez vous, on ne peut pas aller au-delà? Mais non, on respecte la loi et on fait travailler les gens dans le sens de la région. Donc, et on a une administration qui fonctionne plutôt bien, et avec des agents qui apparemment sont convenablement payés. Donc on se retrouve dans un schéma où on a une institution qui fonctionne. D'accord. D'ailleurs, vous ne trouvez pas de manifestations dans ma région des fonctionnaires territoriaux qui sont malheureux de leur situation. D'accord. Pour autant, ils travaillent. Il y a une autre proposition qui est faite par Laurent Wauquiez, c'est d'autoriser l'accès aux prestations sociales aux étrangers qu'après 3 ans de présence en France. Ça vous paraît jouable, ça? Est-ce que vous êtes pour? Moi, je suis médecin. Donc, je peux pas. Moi, je suis médecin. Donc, spontanément, je ne peux pas me dire que quelqu'un qui est en mauvaise santé, je ne m'en prends pas en charge. Ouais. Donc, ça, c'est pas possible. Il y a le problème des urgences, qui n'est pas la même chose que les soins à longue distance. Il y a aussi le tourisme médical, qu'on ne peut pas accepter non plus. Donc, les personnes qui sont en situation irrégulière doivent rentrer chez elles. Ouais. On ne peut pas accepter non plus ceux qui viennent de façon régulière et autorisée dans notre pays, être soignés dans nos hôpitaux, et ne pas payer ce qu'ils ont comme soins. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Simplement, donc vous êtes réservé sur cette mesure? Je suis très réservé. On doit soigner les gens qui sont chez nous. On ne peut pas laisser dans la misère, les gens qui sont mal. Mais pour autant, on ne peut pas avoir du tourisme médical, tranquille, quand il ne rien ne se passe. L'aide médicale d'État qui consiste à prendre les étrangers en situation irrégulière quand ils ont un problème de santé, il faut la supprimer? Pour l'urgence, ça va être indispensable, en tout cas. D'accord. Donc là-dessus, vous êtes plus réservé que votre parti. Oui, mais parce que vous avez quelqu'un qui est en train de mourir, qu'est-ce que vous faites? Vous ne soignez pas? Oui. Vous le soignez. Vous avez la nécessité de soigner, c'est l'urgence. Après, vous avez des soins... mais est-ce qu'on peut refuser de soigner quelqu'un qui cotise, d'ailleurs? Et après, vous avez... Mais dans situation régulière, ils ne sont pas là pour être soignés chez nous. Oui. Alors, l'urgence, bien entendu. Mais comme ils ne sont pas être chez nous... Quelqu'un qui est en situation régulière, qui cotise quand il travaille, est-ce qu'on peut lui refuser les prestations sociales? Enfin, s'il est en situation régulière, il cotise. Il y a quand même un truc qui ne marche pas. D'accord. Revenons dans des choses simples. Donc, c'est inopérant, cette histoire. Il est en situation irrégulière, il cotise. Comment c'est possible, cette histoire? D'accord. Donc là, vous êtes assez réservé. Non, je pense qu'il faut soigner. Je suis médecin. Quelqu'un qui est dans l'urgence, on doit le soigner. Quelqu'un qui est dans la maladie, on doit le soigner. Le tourisme médical est interdit. Ceux qui sont en situation irrégulière, ils doivent rentrer chez eux. D'accord. Ça, c'est clair. Ok. Est-ce que les Républicains seront unis pour aller aux européennes? Je l'espère et je le souhaite. Et ils seront unis... Si vous l'espérez, c'est que c'est peut-être pas tout à fait le cas, alors. Non, parce que c'est toujours difficile, parce que c'est un combat des européennes qui ont toujours été difficiles pour notre propre famille politique. Parce qu'il y a des souverainistes, parce qu'il y a des Européens convaincus, et que là-dedans, il y a un parti qui souvent se cherche en termes de ligne politique. Qui a souvent été divisé sur ce sujet. Et donc forcément, il est encore... aussi, mais je me permets de rappeler qu'au sein du PPE européen, moi en tant que député européen, je sais qu'il y a une diversité dans la réflexion. Et c'est dans cette diversité de la proposition qu'on peut fabriquer l'Europe. C'est de la langue de bois. Non, c'est pas la langue de bois. Parce que vous avez des sensibilités qui sont différentes. On n'est pas. Vous avez voté, vous, pour les sanctions, pour la procédure de sanctions contre la Hongrie? Non. Vous n'avez pas voté cette procédure? Non. Vous êtes abstenu? Non. Moi, je suis... vous avez voté contre? Je pense que M. Orban, je préfère avoir M. Orban dans ma propre famille politique. Vous avez voté contre, donc? Oui, je préfère avoir M. Orban dans ma propre famille politique à l'extérieur. Et M. Orban doit donner quand même des gages à l'Europe, ce qu'il n'a pas donné. Et c'est vrai problème qui se pose. Mais pour autant, si vous le laissez dans la nature,
Ben, vous savez, c'est comme, je répète, je suis médecin. Comme un opposant. Mais c'est comme si un malade, quand il est malade, vous le gardez à l'hôpital, vous ne le laissez pas dans la nature, vous ne laissez pas vous promener. Et donc je pense que M. Orban tient bien son pays, a fait refuser les extrêmes et la gauche dans son pays. Son pays, il se doit de respecter les règles démocratiques du fonctionnement de l'Europe, et c'est là-dessus où il y a parfois un débat. Et là-dessus, il faut le ramener à la maison mère. Oui, mais néanmoins, vous n'avez pas voté pour cette procédure. Non, parce que je pense que il faut le garder chez nous. D'accord. Alors, Jean Leonetti, dont le nom circule, qui est le maire d'Antibes, et dont le nom circule pour justement conduire cette liste aux européennes pour les Républicains, dit ce matin, hier, il disait il faut un renouvellement sur la liste, c'est-à-dire changer ceux qui sont... Il anticipe une réalité sans autant changer. Vous êtes candidat Non, moi je suis président de région, donc je resterai président de région, je n'ai plus le droit au cumul, donc je ne pourrai pas... Mais grosso modo, on est 20 aujourd'hui à l'intérieur de notre formation politique, donc on pourrait imaginer qu'il y a 20 sortants, il y en a une dizaine qui ne se représenteront pas, qui ne viendront pas. Donc... il en force une porte ouverte, c'est-à-dire que déjà, il y en a une dizaine qui ne seront plus là. D'accord. Voilà. Et donc, dans cette dizaine-là, ça laisse de la place. Nadine Morano est candidate à sa réélection. Est-ce qu'il faut qu'elle reste sur la liste ? Ce que je sais, oui, moi je pense que oui. Ce que je sais de l'Europe, c'est que l'Europe fonctionne quand on sait s'en servir. Ouais. Or, il faut avoir l'habitude du mécanisme européen. Il faut parler l'européen pour arriver à faire avancer les idées là-bas. Sur quel thème vous ferez campagne, les Républicains ? Sur l'Europe des nations, sur quoi ? En tout cas, sur une France forte dans une Europe forte. Ouais. Et donc, avec une France qui a sa place... Ça, c'est des éléments de langage, ça. Ben, vous me demandez sur quel thème ? Non, mais... et aujourd'hui, vous avez quoi ? Vous avez un président de la République qui va présenter des... La France forte, c'est quoi dans une Europe forte ? Il faut être dans la majorité là-bas. Il faut avoir la majorité au sein du PPE pour que le PPE puisse choisir le président de l'Assemblée et le président de la Commission. C'est la raison pour laquelle on va à Helsinki, pour le choisir. Et donc là, on doit être fort et doit être majoritaire. Et la France se doit d'être forte et majoritaire. Or, aujourd'hui, monsieur le président Macron va avoir des élus qui vont siéger où ? Ça n'existe pas la Macronie, ni en France d'ailleurs, on le voit, ils n'arrivent pas à faire. Il y a un risque ni au niveau européen. Et donc, vous avez une dilution du pouvoir qui se fait si vous n'êtes pas dans une équipe. Et cette équipe, elle doit être composée de gens différents. Le PPE, c'est-à-dire la droite allemande, comme la droite portugaise, comme la droite française, elle est variée. Et donc, elle a la nécessité de rappeler ce qu'on veut faire de l'Europe. Est-ce qu'on est pour une Europe qui fédère les peuples qui sont souverains et qui gardent une partie de leur souveraineté. C'est sur ce thème-là qu'on peut faire. C'est pas quand même du blabla, ça. Est-ce qu'il y a un risque que les eurosceptiques, les souverainistes, prennent la majorité au Parlement européen de tous les pays d'Europe, ou qu'il y ait une minorité de blocage ? Il existe un risque, parce qu'entre les populistes d'un côté et les insoumis de l'autre, vous avez quelque part... vous estimez que les insoumis sont anti-européens ? C'est-à-dire que le Front National, enfin maintenant le Rassemblement National et l'extrême gauche votent toujours ensemble, là-bas, toujours. Donc ils sont alliés de fait, anti-européens. Et le PPE pourrait perdre... le PPE peut être majoritaire. Sa place de premier groupe ? Non. Non. On ne perdra pas la place quoi qu'il arrive. Groupe, mais il ne faut pas que les pro-européens soient minoritaires, ce qui est la grosse difficulté. Et ça, c'est l'enjeu de cette élection-là. C'est l'enjeu de cette élection. On continue avec Renaud Muselier, qui est précisément député européen, mais qui ne se représentera pas à ce scrutin de mai prochain. Et avec Valentin Pilate, nous allons poser vos questions, chers internautes. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, Renaud Muselier, bonjour. Bonjour Valentin. Une question d'Antimac, vous n'êtes pas donc du coup candidat pour mai prochain, mais pour la mairie de Marseille. Est-ce que ça vous tente ? Alors, on avait gardé ça pour la bonne bouche quand même. Voilà. La mairie, c'est un pouvoir politique énorme. Aujourd'hui, ça c'est 2020. Hein. C'est 2020. Marseille, c'est ma ville. Je l'aime, c'est mon ADN. Bon. Je suis aujourd'hui président d'une très belle région, je suis très heureux en tant que président de région et je m'applique à faire en sorte que ça fonctionne. Marseille est la capitale régionale. Je ne veux pas la laisser faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe quand. Donc ma position est très simple, ni extrême, ni système. Et là-bas, on a des extrêmes qui sont très forts. Et on a un système un peu archaïque, vieillissant. Qui est dû à M. Godin ? Qui est dû à ce qu'on vit aujourd'hui et qui nous amène dans des difficultés économiques, techniques, conjoncturelles. Vous estimez que Jean-Claude Godin a fait un mandat de trop ou... Peut-être 2 sur les 4. Ah, d'accord. Mais je l'ai déjà dit, donc je n'ai pas besoin de le répéter. Okay. Ça peut d'intérêt. Est-ce que vous serez candidat ? Non, je ne suis pas candidat. Aujourd'hui, il y a Bruno Gilles qui est candidat. On va voir ce qui se dessine. Vous soutiendrez Bruno Gilles ? Je soutiens déjà Bruno Gilles dans cette démarche qui est de fabriquer l'avenir de cette ville. Or, on ne peut pas se retrouver dans la deuxième ville de France que l'on a pilotée pendant si longtemps, avec l'absence de projet, l'absence de candidat, l'absence de calendrier. Bruno mène ce combat aujourd'hui, je suis à ses côtés. Très bien. Notre internaute a sa réponse. Revenons sur les réformes, la réforme des retraites. La capitalisation, c'est une très bonne idée pour Christian qui nous regarde actuellement sur Figaro.fr. Qu'en pensez-vous ? La
capitalisation? C'est-à-dire que chacun, pour expliquer, chacun épargne pour soi-même. Je pense qu'il faut un mélange des deux, en fait, comme toujours à la française peut-être, parce que aujourd'hui la répartition ne tient plus la route, parce que finalement on l'a fait au moment où il y en avait beaucoup qui travaillaient et peu qui étaient au chômage, et on se retrouve dans un schéma aujourd'hui il y en a moite-moite, et donc ça ne colle plus. Donc il faut privilégier ceux qui travaillent quand même, de façon à ce qu'ils puissent faire une répartition par capitalisation, et donc fabriquer leur propre rémunération future, et en même temps une solidarité nationale qui passe par la répartition. Alors Jacqueline s'indigne des déserts médicaux en province. Est-ce que par exemple dans la région sud, vous faites face à ce problème? Oui, bien sûr. Alors il faut faire attention aux dossiers dossiers médicaux. Que vous traitez, vous, comme président du Conseil régional. Et d'ailleurs, j'ai comme vice-président le doyen de la faculté de médecine. Je rappelle encore, je suis médecin, c'est mon métier. Vous avez les déserts médicaux en rural, mais vous avez les déserts médicaux en urbain aussi. Et donc il y a ces deux traitements qui sont très différents. On a engagé un processus avec les départements et les communes pour, on met 20 millions d'euros à peu près, pour fabriquer des cabinets de groupe et inciter et faciliter la tâche pour les implantations des médecins sur notre territoire. C'est un dossier très important parce que le développement de nos territoires ne peut fonctionner que si on a le très haut débit. Donc ça c'est indispensable, sinon vous êtes isolé. Et si vous avez les médecins, voilà, ça c'est deux choses essentielles pour le développement de nos territoires, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan touristique. La suppression du numerus clausus, c'est une bonne chose? Je pense qu'elle est nécessaire, absolument nécessaire. Ouais, vous y avez été soumis, vous, en votre temps? Moi, je faisais partie de ceux, on en prenait 1 sur 10 à l'époque. D'accord. Voilà. Mais c'est une bonne chose de le supprimer. Mais ça peut résoudre le problème. Je ne comprends pas d'ailleurs que les gouvernements successifs, c'est assez facile. C'est-à-dire que vous savez le nombre de médecins qui vont partir à la retraite, et vous savez le nombre de médecins qui entrent en première année, 8 ans après, sont médecins. Donc c'est assez facile de gérer les pyramides des âges. Et je ne comprends pas qu'au fil du temps, on n'ait pas mieux fait. Alors Michel, toujours sur Facebook, considère que vous êtes assis sur un tas de ruines, autrement dit le parti Les Républicains. Est-ce que vous pensez qu'un jour il se relèvera, ce parti? C'est sa question. Il est un peu excessif. Je veux dire qu'on est un peu fatigué. Disons que c'est un commentaire assez récurrent. Les internautes s'interrogent beaucoup sur l'état du parti. On est les seuls à résister face à ce qui s'est passé avec M. Macron d'ailleurs. La première opposition aujourd'hui, c'est vous? L'enjeu, c'est pas tellement d'être la première opposition. Moi, je ne suis pas un opposant majeur. Je suis dans ma famille politique, je veux que mon pays réussisse, je veux que ma région réussisse, je veux que ma ville se développe, je veux qu'on rayonne au niveau européen, je veux qu'on pèse de tout notre poids. Et on ne pèse pas par une opposition systématique. Par contre, il faut montrer qu'on a une partie de gouvernement, et donc responsable. Et de dire systématiquement l'autre est nul et bon à rien, le peuple français ne le veut plus. Ça. Voilà. Par contre, aujourd'hui, on constate quand même... Il faut faire des propositions, il faut se montrer responsable de pouvoir remplacer. Et c'est ça qui est important. Alors justement, parlons du parti La République En Marche. Est-ce que vous pensez que ce parti peut tenir tout le quinquennat? C'est la question de John Sacha. Moi, je suis désespéré de voir ce que je vois, quoi. Au niveau européen, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de force et on ne sait pas où on va. Au niveau local, ils n'ont pas d'implantation. Comme il n'y a pas le cumul des mandats, les députés, ils ne servent à rien au niveau local. Ils sont servent à rien. Hors sol, complet. On a un président de la République qui est aujourd'hui pris par l'ivresse de l'altitude. Donc il est en l'air là. Il n'a plus personne pour le remplacer, pour l'aider dans le cas d'émission. Et ceux qui sont... En fait, le nouveau monde va nous faire regretter l'ancien monde. Allez, une dernière remarque, celle de Sancho. On parlait juste avant dans une émission du mouvement antispéciste et des vegans. On en parle beaucoup actuellement. Et je vais donc citer son commentaire. Nous ne sommes plus à un paradoxe près avec ces gens-là, tout en dénonçant la violence contre les animaux. Ils sont violents eux-mêmes contre les humains. Et pour Christian, au final, ce sont les façons de faire qu'il faut revoir dans les abattoirs. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Moi, je pense que... Moi, je suis pour la liberté. Vous n'êtes pas vegan, vous? Pas du tout. Je suis pour la liberté. Donc, je suis pour la liberté, je suis pour le respect de la nature, le respect de l'environnement, le respect de l'abattage. Je suis un chasseur, voilà. Et je suis pour le respect de la vie, en général. Et donc, la vie, la liberté fait en sorte que les véganes ont l'obligation de nous laisser vivre comme on le souhaite. Quand je respecte les traditions populaires de ma région, par exemple, pourquoi on va contre les traditions populaires? C'est la vie, c'est notre joie de vivre, c'est notre façon de nous exprimer, de manger, de respirer. Mais acceptons cette liberté et ne voulons pas imposer des carcans aux uns aux autres. On est dans une société, aujourd'hui, on veut tout imposer aux autres. Moi, je suis exactement l'inverse. Je respecte les autres, donc je peux mieux vivre. Voilà, c'était la conclusion de Renaud Muselier, qui est député européen et qui est président de la région Sud, président LR. Merci Renaud Muselier d'avoir répondu à nos questions, aux questions des internautes qui ont été représentées ici par Valentin Pilate. À demain, si vous le voulez bien.